Lorsque nous recevons la première lettre, Hastings pense qu'il s'agit d'un plaisantin. Quant à moi, pris d'un mauvais pressentiment... Vous avez vu Fraser, Hastings? Quel est votre sentiment? C'est un gros gaillard. Fragile n'est pas le mot qui me serait venu à l'esprit. J'ai interrogé sa logeuse avant de monter le voir. Elle s'est couchée vers 11 h et Fraser n'était pas rentré. Bien. D'après Megan Barnard, c'est un personnage réservé mais qui peut entrer dans de violentes colères. Nous allons bien voir si c'est le cas. Inutile d'importuner... Fraser vous attend au Ginger Cat, Poirot. C'est la direction opposée. Heureusement pour moi. Vous avez un sens de l'orientation hors pair, Hastings. Un véritable explorateur. C'est bien ici qu'a été prise la photo que j'ai trouvée dans la cabine. Je crains que cette affaire soit loin d'être réglée. Mais enfin, Poirot, vous allez démasquer l'assassin? Certes. Mais combien de fois tuera-t-il avant? Hastings semble mal à l'aise. Autant le meurtre de Madame Asher le laissait relativement indifférent, autant celui d'une jeune femme le trouble profondément. Je ne veux pas de ce jeune homme ici. Dépêchez-vous de faire ce que vous avez à faire. Bonjour, Monsieur Fraser. Vous êtes Hercule Poirot, n'est-ce pas? Monsieur Hastings m'a dit que vous vouliez me parler. En effet. Je sais que le moment est mal choisi, mais j'aimerais vous poser quelques questions. Cet homme a quelque chose de suspect. Donald Fraser est dans un sale état, comme s'il n'avait pas dormi de la nuit, et il boit du White Horse. Laissez-moi. Dites-moi que c'est faux. Betty n'est pas morte. Malheureusement, votre ami a bien été assassiné, Monsieur Fraser. Ah, Betty, si tu m'avais écouté. Si elle vous avait écouté, elle serait encore en vie? Dois-je prendre cela comme un aveu? Avec de tels raisonnements, vous devez envoyer beaucoup d'innocents en prison. Si les circonstances étaient différentes, je crois que je vous trouverais presque drôle, monsieur le détective. Ce n'est pas le moment de rire, Monsieur Fraser, mais de traquer l'assassin de votre fiancée. Connaissiez-vous ses projets pour la soirée? Elle devait dîner avec sa sœur.
Pourtant, Meghan n'est de retour avec Seal que depuis ce matin, Monsieur Fraser. Je l'ignorais. Soit. Puis-je vous demander alors ce que vous faisiez hier soir? J'ai passé la soirée à travailler. Vos collègues pourront donc le confirmer? Non. J'emporte souvent des dossiers à la maison. Vous n'avez donc aucun alibi, Monsieur Fraser. C'est vrai. Mais ça ne fait pas de moi un assassin pour autant, monsieur le détective. À présent, laissez-moi, je vous prie. Ah, je savais bien que je vous trouverais là, Poirot. Je me suis laissé dire que le petit ami de la victime était ici. Oui, il est à vous, inspecteur. Tâchons à présent de faire fonctionner nos cellules grises. Quel dommage, je n'ai pas de monnaie pour le faire fonctionner. Je ne veux pas de ce... Fraser n'a pas d'alibi, et il est d'une jalousie extrême. Vous avez l'art de résumer les situations. Et pourtant, vous n'avez pas demandé à Jab de le faire arrêter. C'est prématuré, mais je vous concède que sans les lettres annonçant les crimes, Fraser serait sans doute déjà derrière les barreaux. Très bien, je pense que nous avons suffisamment d'éléments. Retournons sur les lieux pour reconstituer le crime. Je n'arrive pas à imaginer comment l'assassin a pu procéder sans se faire remarquer. Elle a dû se débattre. Essayons d'imaginer la scène. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Miss Betty entre dans la cabine. Non, 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 ce n'était pas la cabine numéro 5. Réfléchissons de nouveau, mon cher. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Miss Betty entre dans la cabine. Elle en ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code.
Le tueur tente d'enlever la ceinture de sa victime. Celle-ci panique et essaye de l'en empêcher. Elle s'enfuit, pourchassée par son agresseur. Non, il n'y a eu aucune trace de poursuite. Quelque chose a dû se dérouler autrement. Réfléchissons de nouveau, mon cher. Le tueur et la victime se baladent sur la plage. Miss Betty a son sac, une ceinture à la taille et ses chaussures à la main. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 5. Tous deux marchent tranquillement jusqu'à la cabine numéro 6. Miss Betty entre dans la cabine. Elle en ressort sans ses affaires. Puis, elle cache son code. Il continue de marcher. Elle retire ensuite sa ceinture. Le meurtrier passe derrière elle, puis l'attaque par surprise. Le corps tombe, inanimé, sur le sable. Tout semble concorder avec la scène de crime, mon cher Hastings. Voilà ce qui s'est exactement passé. Sans l'indicateur ABC, on aurait soupçonné M. Asher et M. Fraser. Mais en signant ces crimes, l'assassin fait en sorte qu'on n'accuse que lui. En un sens, c'est généreux de sa part. Généreux? L'assassin a séduit Betty afin de l'attirer sur la plage pour la tuer. Effectivement, la jeune femme était certes frivole, mais pas inconsciente au point de suivre un parfait inconnu. Que comptez-vous faire, Poirot? Rentrez à Londres, mon cher Hastings. Il est temps de rentrer à Londres. Nous n'avons plus rien à apprendre ici. Japp a choisi de révéler les détails de l'affaire à la presse. Le meurtrier à l'alphabet est célèbre maintenant. Ce n'est pas un mauvais calcul. Plus il y a de gens au courant, plus grandes sont nos chances de voir remonter un témoignage intéressant. Poirot, j'ai un pressentiment. Pauvre monsieur Poirot, convenez que vous n'êtes plus à la hauteur, il est vrai que vous prenez de l'âge, voyons si vous ferez mieux cette fois-ci. Le problème est des plus simples, Churston, le 30 courant. Allons, un petit effort, le jeu n'a guère d'intérêt si je gagne chaque coup, bonne chasse, bien à vous, ABC. Bonne chasse. Avez-vous entendu, Poirot? Le meurtrier semble prendre tout cela comme un jeu, un défi. Il frappera Churston. Il faut prévenir Scotland Yard. Pas un instant à perdre. Il faut faire nos valises pour Churston. Mon Dieu, il est déjà 10 heures du soir. J'appelle immédiatement Scotland Yard. Allô, Japp, nous avons reçu une nouvelle lettre d'ABC par le courrier de 10 heures du soir. Où et quand? À Churston, aujourd'hui même. Aujourd'hui? Je préviens la population tout de suite. Moi, je consulte les horaires des trains. Rappelez-moi.
Hastings, ce que vous faites est une véritable catastrophe. Enfin, est-ce une manière de ranger les valises? Mais enfin, le temps presse. Nous devons tout faire pour arriver à Churston avant le meurtre. Vous avez raison, Hastings, c'est un cas d'urgence. Enfin, Poirot, vous êtes raisonnable. Poirot, vous aviez raison. Je viens de consulter l'indicateur ABC. Inutile de se presser, le prochain train pour Churston ne part pas avant minuit moins le quart. Vous voyez, inutile de nous bousculer. Nous n'arriverons pas à Churston avant demain matin. Après le meurtre. Mais pourquoi l'assassin nous prévient-il si tard? Ce n'est pas du tout dans ses habitudes. Est-ce qu'il l'a fait exprès? Très bonne question, Hastings. Il nous faut aussi comparer la lettre que nous venons de recevoir aux deux précédentes, bien que je n'ai guère de doute sur le résultat de l'examen.